Salut à tous, aujourd'hui je voulais revenir sur le thème des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle en particulier. C'est un sujet majeur qui va prendre de plus en plus d'importance au cœur des débats publics et de notre société et c'est vraiment capital d'avoir un dialogue autour de ce sujet et de faire des allers-retours et vraiment d'avoir un dialogue décomplexé et éclairé sur ce thème. On en parle de plus en plus. Actuellement a lieu le salon Vivatech sur l'intelligence artificielle auquel Emmanuel Macron s'est rendu. On a voté des lois sur la reconnaissance faciale, sur les drones, sur l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies qui vont vraiment bouleverser le maintien de l'ordre, mais aussi vraiment profondément la société et peut-être la civilisation si justement on n'en limite pas les contours, les utilisations et si on ne définit pas l'humanité qu'on veut conserver dans notre société et dans notre civilisation. Alors tout d'abord, hier j'ai vu une intervention, hier ou avant-hier, j'ai vu une intervention du sénateur Philippe Bas sur une chaîne, je crois que c'était Public Sénat, où il comparait l'utilisation de la reconnaissance faciale et des nouvelles technologies avec la révolution qu'a été, par exemple, la découverte du feu pour l'homme. Alors, je voulais revenir sur ce point parce que ça me semble assez capital. Il faut comprendre, et je pense que c'est vraiment nécessaire de le répéter sans cesse, que les technologies ne sont pas une fin en soi pour l'homme et pour l'humanité. C'est un moyen, et ça a toujours été un moyen pour améliorer la condition humaine. C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, ça ne doit absolument pas devenir le nouveau veau d'or que tout le monde adore et devant lequel tout le monde se prosterne. La technologie n'est pas un veau d'or, la technologie n'est pas un dieu, la technologie c'est quelque chose que l'homme a créé pour améliorer sa condition et à ce titre, elle doit rester un outil et non une fin. L'intelligence, comme l'intelligence artificielle, qu'elle soit naturelle ou artificielle, c'est également un moyen. C'est une qualité qui est extrêmement valorisée dans nos sociétés, mais pas comme une fin en soi. On ne veut pas être intelligent pour être intelligent et avoir une médaille d'intelligence. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'ego et peut-être dans une certaine forme de complexe intérieur, peut-être de leur enfance ou quoi, et qui ont besoin de se prouver qu'ils sont tout le temps les plus intelligents, les plus formidables, qu'ils ont un QI de 180, de 130, de ci ou ça. Ça n'a aucun intérêt si au final l'intelligence n'a pas pour but d'améliorer sa condition et la condition de la société et la condition de la civilisation et de l'humanité. Ça n'a aucun sens. Donc l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle, est un moyen, est un outil de confort et de bien-être. On voit ces dernières années une décorrélation, en fait, dans l'humanité, les progrès technologiques et le feu, l'imprimerie, les ordinateurs ont toujours été corrélés à une amélioration de la condition humaine, une amélioration de la santé, une amélioration de la façon de se nourrir, d'aller chasser, une augmentation de l'espérance de vie. On voit actuellement, en tout cas dans les pays occidentaux, une stagnation, voire parfois un déclin de l'espérance de vie. Donc il y a maintenant, alors que les technologies continuent à progresser. On voit donc une décorrélation, c'est très important. Avant, les deux lignes étaient corrélées vers le haut. Maintenant, on voit une décorrélation où la technologie continue à monter et la condition humaine, le progrès pour l'homme, pour l'amélioration de ses conditions de vie, ça stagne, voire ça décline. Il y a une paupérisation de la société, en tout cas occidentale, où on voit des gens de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres. Donc on comprend bien que la découverte du feu, par exemple, a considérablement amélioré la condition humaine, a même eu des effets sur le cerveau, parce qu'on a pu commencer à cuire la nourriture, à repousser les bêtes, donc se protéger, mieux se nourrir de protéines cuites ont eu une conséquence de développement différent du cerveau, etc., etc. Alors que maintenant, honnêtement, qu'on paye avec une carte bleue ou avec un téléphone qui a une reconnaissance faciale ou une reconnaissance de l'iris ou de l'empreinte digitale, ça ne change pas profondément notre mode de vie et ça n'améliore pas notre condition humaine. Donc il faut bien comprendre cette décorrélation, c'est absolument capital dans le débat de l'intelligence artificielle.
Évidemment qu'il y a d'énormes avantages à plus d'intelligence artificielle dans la technicité, dans la formation de statistiques, de calculs, etc. Mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, ce n'est pas un veau d'or, que nous sommes des entités incarnées, que nous ne sommes pas pure data, que nous ne sommes pas du pur numérique, que nous ne sommes pas simplement nos neurones et nos connexions électriques dans notre cerveau. Nous sommes des incarnations, des êtres de chair et de sang et d'os avec des émotions et une âme peut-être pour ceux qui croient en l'âme humaine. Et il ne faut pas mettre de côté la spiritualité et la magie de la vie, de l'existence, le miracle qu'est la vie. Nous ne sommes pas juste une accumulation de data. Voilà, donc je voulais rappeler tout ça et ensuite je vais passer aux dangers et dérives potentielles de l'intelligence artificielle. Dans cette deuxième partie sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, je voulais parler des grands dangers potentiels et ou dérives que je vois par rapport à l'utilisation de plus en plus massive de ces technologies et l'idéalisation, voire la déification de ces technologies par certaines personnes. Donc, premier danger, pour moi, je vois un danger potentiel qui serait démocratique. C'est-à-dire que quand on a voté pour le président, quand on vote pour les parlementaires, quand on vote pour toutes les élections, en fait, les candidats ne se sont pas pour l'instant positionnés sur ces sujets, sur l'intelligence artificielle, sur les nouvelles technologies. On ne sait pas ce qu'ils ont en tête par rapport à ça. On ne connaît pas leur vision de la société par rapport à ces sujets. On ne connaît pas leur vision par rapport à l'utilisation dans tous les secteurs de ces nouvelles technologies, de cette intelligence artificielle. Et donc, nous avons voté un petit peu à l'aveugle en laissant un blanc-seing à ces gens en ce qui concerne tous ces sujets qui vont devenir, encore une fois, de plus en plus majeurs et qui vont prendre le contrôle de plus en plus fortement de notre société. Donc, les dangers que je vois, c'est à force de récupérer les données et d'installer des passes sanitaires, on l'a vu pendant la crise sanitaire, des passes vaccinaux, en lien avec la santé. Demain, donc là c'était pour un vaccin ou pour un test PCR, mais demain est-ce que ce sera pour le fait de fumer, de boire de l'alcool, notre façon de nous nourrir? Voilà, tous ces passes, c'est vraiment un nouveau mode de vie, c'est une rupture quasi anthropologique avec notre société qui était basée sur la liberté et qui devient une société basée sur l'autorisation, ce qui évidemment n'a plus rien à voir démocratiquement. Qui va fixer les règles? Sur quels critères? Vont-ils être arbitraires? Vont-ils être purement scientifiques? Et quels vont être les experts qui vont être écoutés quand il n'y a pas un consensus à 100%? Voilà, toutes ces questions sont absolument pertinentes et essentiel à clarifier. Il va y avoir peut-être aussi un pass carbone, des passes liées au changement climatique et toutes les idéologies nouvelles finalement qui vont être tendance ou à la mode ou justifiées ou injustifiées pourront justifier une nouvelle collection de data et donc de contrôle social et à terme vraiment un contrôle permanent et unilatéral et uniforme des populations, ce qui évidemment pose un problème démocratique et un problème de régime de liberté, comme on en a pu voir les prémices pendant la crise sanitaire. Ensuite, par rapport à la question démocratique, il y a tellement de nouvelles technologies. Il y a par exemple les robots chiens qui peuvent être snipers, qui peuvent être utilisés dans le maintien de l'ordre, dans les services militaires. Il y a les drones, il y a la reconnaissance faciale qui va être de plus en plus certainement installée dans l'espace public, ce qui nécessite encore une fois un vrai débat démocratique. Est-ce qu'on veut où est la limite entre la sécurité et la liberté? Et est-ce qu'il n'y a pas là aussi une vraie décorrélation entre les avancées technologiques et le recul de la violence? Parce qu'on voit toutes ces nouvelles technologies arriver dans notre quotidien, mais est-ce qu'on voit vraiment un recul de la violence ou est-ce qu'on voit au contraire une avancée de la violence, une généralisation de la violence, un ensauvagement de la société ou une décivilisation, comme l'a dit Emmanuel Macron? Donc, ces sujets sont majeurs. Est-ce que plus de technologie est vraiment égal à moins de violence? C'est une vraie question et je n'en suis pas persuadée. Donc, est-ce que
toutes ces technologies qui tomberaient dans de mauvaises mains, ne serait-elle pas une catastrophe pour notre démocratie et pour notre société tout court? Est-ce qu'on a envie de s'inspirer des méthodes orientales, chinoises notamment, en ce qui concerne le contrôle des populations, la généralisation massive des caméras de surveillance et avec reconnaissance faciale, un contrôle H24 des citoyens, y compris parfois dans leur sphère privée? Il y a eu des caméras installées dans des jardins pendant la crise sanitaire là-bas pour contrôler si les gens ne sortaient pas réellement de chez eux. À quand les caméras à l'intérieur des appartements? Voilà, tout ce système qui semble vraiment orwellien est en train de gagner du terrain, centimètre par centimètre, une espèce de saucissonnage ou alors de passage de loi avec des cliquets. Et à chaque cliquet, on ne revient jamais en arrière. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser toutes ces questions, c'est maintenant qu'il faut ouvrir le débat. C'est vraiment capital. Et c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu longue, parce que je voulais vraiment rentrer dans le cœur du sujet et exposer en détail toutes les dérives possibles. Alors évidemment, c'est formidable la technologie, ça aide aussi à soigner des gens, et donc il faut garder que cet aspect-là en mettant vraiment des limites et en essayant de se projeter sans être forcément ultra pessimiste, mais en étant réaliste sur la nature humaine, sur les dangers de la folie des grandeurs et de la folie de pouvoir et d'abus de pouvoir parfois des dirigeants. Et donc, voilà, et des dangers donc potentiels pour notre société, notre démocratie qui existe. Ensuite, le deuxième grand danger, donc il y avait le danger démocratique, sur la démocratie. Le deuxième grand danger que je vois par rapport potentiellement aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, c'est le danger donc de rupture anthropologique et civilisationnelle avec une installation progressive de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la fusion de l'homme avec la machine, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies. Ça couvre les manipulations. En fait, pour moi, le transhumanisme, c'est clairement une dérive sectaire, c'est clairement un faux-nez de l'eugénisme et c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier. Ça va de l'intégration de puces dans le cerveau. Alors certains me diront que c'est thérapeutique pour les paralysés, pour l'Alzheimer, etc. Oui, il y a des applications qui sont thérapeutiques, mais il faut les réguler extrêmement bien et vraiment les limiter, parce que toute technologie trouvée n'est pas, encore une fois, un dieu, n'est pas une obligation de l'utiliser et de l'adapter à toutes les sphères de la société, et ça doit vraiment être extrêmement contrôlé et régulé, et on doit décider tous ensemble de la société que l'on veut et que l'on choisit pour nous et pour nos enfants. C'est vraiment capital. Il y a un livre que je conseille à tous qui s'appelle Humanité 2.0 de Ray Kurzweil, qui prévoyait c'est quelqu'un qui est dans la mouvance transhumaniste, et je pense que c'est un des maîtres à penser de gens comme Laurent Alexandre, qui essaye en fait d'être le Ray Kurzweil français sur les plateaux de télévision, et qui reprend ses thèses, c'est-à-dire la recherche de l'immortalité par le transhumanisme, donc par la fusion de l'homme avec la machine. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée de tuer la mort. Et il n'est pas seul, il a fondé une université qui s'appelle la Singularity University aux États-Unis, et tous les GAFAM, Google, etc. ont des branches qui travaillent sans relâche sur cette idée de tuer la mort et de fusionner l'homme et la machine pour qu'en fait l'homme les corps ne deviennent plus qu'un réceptacle de données, et qu'en fait il y avait une série comme ça sur Netflix où les plus riches finalement arrivaient à mettre leur cerveau dans une espèce de clé USB ou une puce ou quoi, et en fait ils transféraient uniquement quand le corps n'était plus viable parce qu'il était trop vieux ou plus à leur goût. Ils pouvaient prendre juste leur puce avec leur personnalité, leurs données, leurs souvenirs, et la mettre dans un autre corps. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ça paraît être de la science-fiction à l'heure où on en parle, mais toutes les technologies avancent et vont dans ce sens. Donc c'est un réel danger, il faut se poser ces questions
aujourd'hui. Il y a des gens qui planchent là-dessus depuis des années pour arriver à ces résultats. Donc vraiment, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ça va arriver petit à petit, d'abord avec une puce, avec une géolocalisation, peut-être pour payer à la place du téléphone, pour payer avec la puce sous-cutanée qui existe déjà dans des pays nordiques où ils ont fait des tests de ça. Ça va aller de ça à la puce dans le cerveau pour avoir accès à Internet et être connecté en fait au réseau Internet et avoir accès à de la connaissance. Mais finalement, tout cela revient à une vision spirituelle et philosophique de l'homme et de l'expérience humaine. Est-ce qu'on vient sur Terre pour faire seulement une recherche scientifique et avancer? En fait, est-ce que l'homme est l'esclave de la science, ou est-ce que l'homme vient pour apprendre des choses, survivre à des obstacles, avoir une expérience d'une entité incarnée pour finalement mourir et laisser la place à sa descendance? C'est vraiment une question majeure, philosophique, spirituelle et sociétale et civilisationnelle même qu'il faut avoir dans le débat public. C'est un vrai danger et tout ça couplé avec les manipulations génétiques et on rejoint des films comme Bienvenue à Gattaca ou encore une fois 1984, Le meilleur des mondes, on est en plein dedans. Ce n'est plus vraiment complètement de la science-fiction. Il faut qu'on se pose ces questions et qu'on décide ensemble démocratiquement et qu'on prévoit quels vont être les effets de toutes ces technologies sur l'homme, même sur la planète et sur la descendance et sur l'avenir de l'humanité. C'est vraiment capital. Donc maintenant, on va faire la troisième partie. Dans cette troisième partie, je voulais revenir spécifiquement sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle appliquées à la médecine. Il faut savoir que le marché de la médecine, de la télémédecine, de l'intelligence artificielle adaptée à la médecine est un marché absolument colossal. C'est pour ça, même sans parler du courant transhumaniste dont je viens de parler, l'avenir du marché de la santé va être de plus en plus numérisé et de plus en plus artificialisé. Donc, c'est un marché colossal avec des enjeux financiers démentiels, énormes et colossaux. Donc, quand il y a sur les plateaux télé, vous voyez des influenceurs ou les promoteurs de la télémédecine ou de l'intelligence artificielle, des médecins en intelligence artificielle, etc., vraiment, il faut absolument poser la question, est-ce que ces gens ont un intérêt direct ou indirect financier à promouvoir ces technologies appliquées à la médecine? C'est capital. S'ils sont des lobbyistes pour eux-mêmes ou pour des compagnies, il faut le savoir. Il faut que le public ait une information éclairée, et on voit beaucoup de ces influenceurs / promoteurs de ces technologies qui viennent sur les plateaux télé régulièrement pour en faire l'apologie, et personne, à aucun moment, je ne vois aucun journaliste ou aucun intervieweur poser ces questions de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt potentiel. C'est une question absolument majeure. Il faut vraiment que ça change, et il faut, comme avec les laboratoires pharmaceutiques, comme avec toutes les industries qui ont des lobbies et qui sont assez puissantes, il faut qu'on sache qui parle et d'où il parle et pourquoi il parle. Surtout devant un public, surtout sur des nouvelles technologies dont beaucoup de gens n'ont pas encore idée des conséquences. Donc voilà, ça c'est un point absolument majeur. Il faut savoir aussi que ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle ne vont se développer en majorité que par des boîtes et des startups privées. Il va donc y avoir un glissement d'un traitement de la santé publique, hôpitaux, cliniques, médecins, etc., sécurité sociale, etc., à une gestion de toutes ces applications et de tous ces logiciels et de tout ce fonctionnement par des boîtes privées. Ce qui veut dire un enrichissement de ces boîtes privées, un transfert d'argent public vers des boîtes privées. C'est une question qu'il faut se poser, c'est une information qu'il faut savoir. L'argent public ne va plus rester en vase clos avec le service public, il va faire de plus en plus appel à des sous-traitants qui vont gérer les données et les applications et même développer des nouvelles applications en rapport avec l'intelligence artificielle par des boîtes privées. Donc, ça va poser la question des marchés, de l'argent public, etc., et de l'accès à ces technologies qui seront évidemment chères au début. Il faut savoir que je parle souvent avec des amis qui sont médecins. On me dit qu'ils subissent des pressions pour vraiment inciter les gens à utiliser de plus en plus la télémédecine.
Et c'est un problème parce que moi je pense que c'est une façon d'habituer les gens à une dépersonnalisation en fait de l'expérience de la médecine. Donc il y a une déshumanisation quelque part. Et en plus il y a des dangers. Mon ami médecin m'expliquait que l'autre jour quelqu'un avait consulté pour une angine, voulait consulter en télémédecine pour une angine parce qu'il était persuadé d'avoir une angine. Et en fait mon ami médecin l'a vu en vrai, l'a palpé et a trouvé qu'en fait il avait le syndrome de Hodgkin. Et donc cette personne qui pensait avoir une angine et aurait peut-être pris des antibiotiques ou des choses qui traitaient une angine avait en fait une maladie beaucoup plus grave et qu'on ne pouvait déceler en palpant son corps et en ayant une présence physique. Donc les dérives sont graves, il peut y avoir vraiment des erreurs médicales et une perte de temps, une perte de chance. Voilà. Donc c'est grave. C'est aussi assez sérieux de savoir qu'il y a une certaine pression qui s'exerce sur les médecins à inciter à cette télémédecine. Et il faut savoir que Doctolib, l'utilisation de Doctolib est aussi très poussée. Donc ça veut dire une récupération de données. Qu'est-ce qu'ils font avec ces données? C'est une question. Et ils veulent absolument développer des logiciels qui peuvent gérer toute la partie interne du logiciel des médecins. Et donc il y a aussi des pressions en ce sens sur les médecins d'utiliser ces systèmes. Et ça veut dire au revoir au secret médical, à des utilisations de données qui ne sont parfois pas toujours contrôlées, du hacking, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un danger. Toutes ces données qui vont être stockées, gérées, utilisées par des boîtes privées, encore une fois, on retombe sur le thème de l'éthique, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les vendre, donc ça va générer nos données personnelles de notre corps, de notre chair, va leur permettre d'être un moyen de gagner de l'argent en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que la société veut? Ça va leur permettre une surveillance encore plus généralisée sur les habitudes des uns et des autres, sur les ordonnances, déjà par Doctolib, puisque les médecins vous les envoient par ordonnance, il y a une récupération de toutes ces données. Ce que vous consommez comme médicament, combien de fois vous allez chez le médecin, tout ça, c'est un problème. Que vont-ils faire avec ces données? Est-ce que ça va être appliqué à développer de nouveaux produits ou de nouvelles technologies à terme qui seront éthiques et dans le sens que l'on veut? Ça renvoie à la partie 2 qu'on a vue tout à l'heure. D'autre part, voilà, on tient vraiment au secret médical. On a vu que pendant la crise sanitaire du Covid, ce secret médical, ça devenait vraiment n'importe quoi. Tout le monde se demandait toute la journée s'il était vacciné, combien de fois. C'était même un critère pour rentrer prendre un café. Et donc, il n'y avait plus de secret médical. C'était la fin. Pour moi, c'est une dérive, c'est un droit fondamental. Je trouve ça assez grave et je pense qu'il faut vraiment adresser ce problème-là avant qu'on avance encore plus vers les nouvelles technologies. Ensuite, l'autre danger que je vois, c'est si toutes ces données sont récupérées par des sociétés privées, certaines peuvent ne pas être françaises. Ce qui crée aussi une brèche dans la sécurité nationale. Est-ce qu'on veut vraiment que, je ne sais pas, les États-Unis ou la Chine ou n'importe quel autre pays puissent, au travers d'une société privée, récupérer les données de santé des Français? C'est vraiment une question majeure. Ensuite, on a vu cette problématique que l'OMS veut faire voter son accaparement de la souveraineté en cas de nouvelle pandémie. Ça veut dire qu'en fait, les pays ont laissé leur souveraineté de la santé à l'OMS en cas de nouvelle pandémie. Ça veut dire que c'est une organisation supranationale qui va décider si on se confine, si on porte un masque, si on a un couvre-feu, si on fait des auto-attestations et tous les délires qui ont été les conséquences de ces décisions pendant la crise Covid. Attention à ça. Vraiment, c'est pour moi, c'est un vrai problème majeur d'avoir voté ça en faveur de l'OMS. Et un dernier point, au niveau de l'éthique et de la médecine, on voit par exemple ce matin, une nouvelle est sortie dans les informations qu'ils avaient réussi à créer un nouvel embryon avec des cellules souches. Donc les problèmes éthiques par rapport à la reproduction, par rapport à l'utilisation des cellules, par rapport à toutes ces avancées technologiques va vraiment se poser de plus en plus. Il faut être super vigilant sur tout ça et vraiment s'informer au maximum. Ça, c'est un devoir de citoyen. Donc passons à la quatrième partie. Pour cette quatrième partie, je voulais parler de la dépendance dans laquelle nous mettent ces nouvelles technologies.
Il y a évidemment une course à l'échalote entre tous les pays pour être les premiers à développer de plus en plus l'intelligence artificielle, les applications, d'autres nouvelles technologies. Et il faut évidemment que la France et que l'Europe ne soient pas complètement en arrière par rapport à ces nouvelles technologies pour rester compétitives dans le travail, dans la société en général. Mais en même temps, il faut vraiment décider entre nous ce qu'on considère acceptable pour la société de demain et pour nos enfants ou pas. Mais se pose le problème de la dépendance énergétique, parce que toutes ces nouvelles technologies vont dépendre évidemment d'une source énergétique pour fonctionner. Elles vont dépendre d'Internet, des ordinateurs, donc de toutes les matières premières qui permettent de construire les robots, les puces, toute la matière en fait, des métaux rares, etc., qui permet de développer en masse toutes ces technologies. Donc, ça va nous rendre extrêmement dépendants des pays qui détiennent ces matières premières et des cerveaux qui développent l'intelligence de ces nouvelles technologies. Donc, à chaque fois qu'on se met dans une situation de dépendance, quelle que soit la dépendance, qu'elle soit alimentaire, médicamentale, enfin, peu importe, c'est un problème, c'est un danger potentiel, parce que qu'est-ce qui se passe si on vient à manquer, s'il y a des pénuries de ces matières premières, ou s'il y a tout d'un coup une guerre, un conflit avec un pays dont on dépend. On a vu avec, par exemple, la pénurie de médicaments sur des pays orientaux, que on se retrouvait avec des vraies problématiques d'approvisionnement parce qu'on était dépendant, parce qu'on ne produisait plus nous-mêmes nos propres médicaments. C'est un réel problème, le problème de la dépendance, et le problème de la dépendance énergétique. Donc, si les prix augmentent, continuent à augmenter à cause des sanctions qu'on met sur tel ou tel pays, voilà, toutes ces problématiques sont un problème. Et en plus, d'uniformiser et de rendre dépendants tous les secteurs de notre vie, que ce soit l'agroalimentaire, la médecine, tous les secteurs qu'on peut imaginer, qu'on les rende dépendants de l'intelligence artificielle. Pour moi, j'y vois un danger, parce que si demain il y a une panne de courant, ou si tout d'un coup il y a un bug, un virus qui fait que tout le système tombe, on ne pourra plus rien faire. Il y a un manque de transmission même des savoirs qui risque d'arriver. Cette dépendance même intellectuelle qu'auront les étudiants sur ChatGPT, etc., est un vrai problème. Nous sommes des hommes, des humains. Il ne faut pas oublier à nouveau que nous sommes des entités incarnées. Nous ne sommes pas juste une collection de data qu'on peut ou manipuler, ou copier, ou approvisionner avec quelque chose d'abstrait. Nous sommes des êtres humains, et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre notre humanité. Il ne faut pas oublier tout ça, il ne faut pas uniformiser, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est vraiment, ça c'est du bon sens ancestral. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier, évidemment, parce que le panier tombe, les œufs cassent et on n'a plus rien sinon. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce sujet. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Évidemment, je suis comédienne sur mes temps off, entre deux prises, dans mes loges, etc. Je lisais énormément de livres. Je me suis toujours intéressée à ces sujets de nouvelles technologies, de sciences futuristes, d'impression 3D, même d'organes, etc. C'est passionnant, mais c'est aussi vertigineux, et il faut vraiment s'informer. C'est un devoir citoyen. Il faut en parler. Ça aussi, c'est un devoir citoyen. Il ne faut pas accepter que certains sujets soient censurés ou minimisés ou orientés ou biaisés. Voilà, il faut parler de tout entre nous. Je vous embrasse, à bientôt.